Salam alaikum wa rahmatullah. C'est toujours un plaisir, mes très chers amis, d'être parmi vous dans cette belle journée consacrée au diabète et pèlerinage, puisque déjà le moment du pèlerinage se rapproche, qui est normalement commence dans le dernier mois du calendrier Hijri. Et donc, ça s'approche, on est Dhul Qa'da, donc Dhul Hijja, c'est le mois prochain, et on se rapproche. Je remercie le professeur Belkhadir de m'avoir invité à animer cette discussion qui sera axée sur la prise en charge du diabète et grossesse pendant le pèlerinage. Je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt par cette présentation. Et on va essayer d'articuler notre discussion sur trois chapitres. D'abord, on va introduire sur c'est quoi le pèlerinage et quelles sont ses particularités. Avant d'atterrir sur les risques qui vont accompagner cette femme enceinte désireuse de tomber, de faire le pèlerinage malgré ses conditions, que ce soit par rapport à sa maladie chronique ou par rapport à la grossesse en elle-même. Et à la fin, on va essayer de voir quelle est la conduite à tenir, quels sont les conseils à délivrer pour réduire ces risques. Donc, pour introduire le pèlerinage, ou le Hajj, est un rassemblement de masse annuel multinational. En fait, ça se fait sur une durée qui est très courte, une durée précise, qui est généralement entre le pèlerinage, c'est entre le 8e jour de Dhul Hijjah et le 12e, voire le 13e jour de Dhul Hijjah. Donc, c'est sur 5 jours, mais les pèlerins vont devoir passer un voyage qui va de 20 jours à 40 jours dans les lieux saints. Et donc, c'est un rassemblement de tout multinational, de plusieurs pays. Et si on va voir le nombre de pèlerins habituels qui vont être rassemblés dans ces lieux saints, c'est aux alentours de 2,5 millions. Ce nombre a vu une réduction, vu la pandémie de Covid en 2020, comme vous voyez là sur cette schématique, j'ai essayé de schématiser le nombre pour mieux voir, et on a eu vraiment des nombres très limités pendant 2020 et 2021. 2022, une petite hausse, on peut dire que c'était le un quart de ce qui était habituel, et cette année-ci, le ministère de l'Hajj de l'Arabie Saoudite a déclaré qu'ils vont revoir aucune restriction par rapport au nombre et ils vont avoir le nombre habituel qui est aux alentours de 2,5 millions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Hajj est associé à une morbimortalité élevée, que ce soit chez les patients porteurs de maladies chroniques ou pas, à cause des maladies infectieuses qui sont à l'acmé et surtout à cause de l'encombrement. Les causes traumatiques aussi et les bousculades qui risquent de, de causer des traumatismes gênants, voire même des pertes de vie. Et bien évidemment, il y a aussi les maladies cardiovasculaires qui sont très élevées pendant cette période-là, sans oublier d'autres causes, surtout les décompensations de maladies chroniques. Il convient aussi de signaler que la gestion de la maladie diabétique et grossesse se compose de 3 catégories. Soit on a un diabète prégestationnel, et dans ce cas-là, soit un type 1 ou type 2 qui est antérieur à la grossesse, c'est un diabète prégestationnel, soit on a un diabète gestationnel qui va être découvert pour la première fois pendant la grossesse. Ce qui est particulier à typer cette association, c'est surtout la facilité de gestion par rapport au diabète gestationnel, mais aussi le diabète de type 2 pendant la grossesse. Et la difficulté rencontrée par les praticiens, et ça vous le savez déjà, qu'on a plus de difficultés à gérer le diabète de type 1 pendant la grossesse. Voyons voir maintenant quels sont les risques que la femme enceinte encourt et diabétique encourt pendant le pèlerinage.
Il faut dire que les risques sont soit liés à l'association du diabète et à la grossesse, et ça vous le connaissez, mais on va jeter un coup d'œil sur ça, soit ce sont des risques qui sont liés surtout au pèlerinage. En ce qui concerne les risques liés au diabète, ça se décompose en trois, soit des risques maternels, des risques fœtals, des risques fœtaux et des risques néonataux. En ce qui concerne les risques maternels, c'est surtout sous forme de complications aiguës ou de complications sévères. Le risque d'acétocétose est majoré, voire par 3 fois, surtout dans le dernier trimestre. Le risque d'hypoglycémie est majoré surtout pendant le premier trimestre, et sans oublier d'autres complications, à savoir la prééclampsie, les infections du tractus urinaire, l'hydramyose et les autres infections. Sur le plan d'autres complications, on peut avoir un travail prématuré, on peut avoir des néphropathies, des rétinopathies, des cardiopathies, c'est surtout des complications liées au diabète qui vont être aggravées pendant la grossesse, et on peut aussi avoir des complications thromboemboliques. Maintenant, en ce qui concerne les complications fœtales, les complications fœtales qui sont associées au diabète et grossesse, c'est surtout la macrosomie, qui peut aussi causer, on peut avoir un accouchement prématuré et aussi les risques de malformation. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces complications fœtales sont en étroite corrélation avec la glycémie préconceptionnelle, d'où l'intérêt de programmer la grossesse chez les patientes diabétiques. Il s'associe à ces deux types de complications les complications néonatales, qui sont soit de l'ordre traumatique ou de l'ordre métabolique. Les complications traumatiques, ce sont surtout en rapport avec la macrosomie, citant la détresse respiratoire et les traumatismes. Et les complications métaboliques sont, le chef de file, c'est surtout l'hypoglycémie, mais on peut avoir aussi l'hyperbilirubinémie et la polyglobulie. Quand la femme enceinte va avoir un pèlerinage, on aura aussi des risques de pèlerinage qui vont être associés. C'est les risques qui sont associés à ce voyage. Et on aura un risque podologique, un risque infectieux, un risque cardiovasculaire et un risque métabolique. Sur le plan podologique, ce qui arrive, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, en fait, les pèlerins, quand ils rentrent dans le haram, au début, alors quand ils font le manasik, ils font ça à pieds nus. Et ça génère ça. Donc, c'est pour ça que, parmi les conseils, on va le voir, c'est qu'il faut insister à porter des chaussures même à l'intérieur du haram, et c'est pas du tout, c'est pas interdit. Ça d'une part. D'autre part, le pèlerinage en lui-même, pendant cette courte durée de 5 jours, la plupart des gens vont essayer de faire la sunna et vont essayer de faire le pèlerin à pied. Et donc, vous savez très bien qu'ils vont avoir des kilomètres et des kilomètres, voire une moyenne entre 20 et 40 kilomètres le jour, ce qui va peut-être causer, surtout si les chaussures ne sont pas adaptées. Et on sait très bien que les patients diabétiques porteurs de neuropathie seront plus à risque de faire ces complications podologiques. Maintenant, pourquoi on a un risque infectieux pendant le pèlerinage? Le risque infectieux est d'abord causé par ces contrastes thermiques entre la chaleur du climat et la climatisation de la mosquée de l'Haram, que ce soit la mosquée de la Médine ou le Kaaba. Donc, on a une climatisation bien faite à l'intérieur de la mosquée qui contraste avec un climat chaud à l'extérieur. Ce qui fait ce contraste, ça va faire le lieu de la prédisposition aux infections respiratoires. Il y a aussi l'eau froide de Zemzem. C'est une eau qui est généralement disposée. L'eau tiède est très rare dans les étages. Et du coup, vous allez trouver surtout une eau froide. Et vous savez mieux que moi que lorsqu'on fait une activité physique et on boit de l'eau froide juste après, ça va générer des infections ORL et bien évidemment aussi des infections respiratoires. L'encombrement, à lui aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Surtout des chambres qui sont fréquemment partagées, ce qui va faire le lit d'infections surtout digestives et urinaires à cause aussi des toilettes qui sont partagées. Sur le plan cardiovasculaire, qu'est-ce qui se passe? On a deux phénomènes. On a ce phénomène de reprise de l'activité physique. Et vous savez tous qu'un sédentaire, quand il va reprendre une activité physique, il doit avoir quand même une évaluation cardiologique avant. S'il n'a pas fait cette évaluation cardiaque, on peut avoir un risque, on peut encourir un risque d'événement cardiovasculaire aigu.
Et il y a aussi le climat tempéré qui va générer la déshydratation et qui va être la cause de complications thromboemboliques, ce qui va aggraver la situation cardiovasculaire chez le patient diabétique et surtout chez la femme enceinte diabétique. Le dernier risque, c'est le risque métabolique. On sait très bien que pendant le pèlerinage, il y a une concentration vers ce qu'on doit faire sur le plan religieux et on a tendance à oublier les injections et l'autocontrôle. C'est l'ambiance du pèlerinage, ce qui peut causer des complications métaboliques aiguës et surtout de l'ordre des hyperglycémies et surtout dans la période du troisième trimestre de la grossesse. L'alimentation au lieu sain, il y a aussi un changement, que ce soit du rythme ou de type alimentaire, ce qui va générer des risques d'hypoglycémie et des risques d'hyperglycémie. Comme on vient de dire pour les complications cardiovasculaires, le Hajj est une épreuve physique et donc il y a toujours avec l'épreuve physique et avec le changement des habitudes d'activité physique qu'on est en train de faire, d'habitude, on peut avoir le risque d'hypoglycémie chez les patients diabétiques, surtout ceux qui sont sous insuline ou sous insulinosecrétego. Là aussi, là pour la femme enceinte, c'est surtout la femme enceinte sous insuline. Le surpeuplement va entraîner des difficultés de transport aux urgences, ce qui va aggraver les complications métaboliques avant d'atterrir à l'hôpital. C'est pour cela qu'il faut toujours aviser sur place l'équipe médicale qui est sur place de la situation de la grossesse, parce que la plupart la cachent, de la situation de la grossesse et surtout être à proximité d'un hôpital pour pouvoir être transporté facilement. L'étude du risque encouru pendant la grossesse a été évaluée dans une seule étude dans la littérature, qui était une étude indienne, et qui a évalué les complications néonatales et obstétricales des femmes enceintes, mais qui ne sont pas diabétiques, justement pour avoir ce risque qui est lié qu'au pèlerinage pour la femme enceinte. Et c'était évalué sur 3 ans, et on a constaté qu'il existe des complications de type surtout d'avortement et surtout d'infection des voies respiratoires chez la mère. Et il existe aussi diverses complications périnatales et néonatales chez les enfants, à savoir surtout pour les complications fœtales. Heureusement que la plupart des grossesses étaient bonnes. Là, ce qui était déclaré pour l'Inde, c'était aux alentours de 22 grossesses qui étaient menées en 3 ans. Et les résultats, on avait 19 parmi ces grossesses qui avaient mené à aucune complication périnatale, contre quelques complications qui ont été surtout de l'ordre du faible poids de naissance et du faible score d'Apgar à la naissance. La question qui se pose, et surtout c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, comment peut-on réduire ces risques? On a beau parler des risques qui accompagnent la femme enceinte diabétique dans les lieux sains, mais comment peut-on les réduire? Le premier réflexe, et avant de partir, c'est essayer de reporter le pèlerinage. C'est ce qui a été recommandé par le ministère saoudien de la Santé pour toute femme enceinte ayant en plus un diabète ou une maladie chronique doit reporter son pèlerinage. Le comité, par exemple, de l'Hajj de l'Inde a également interdit le pèlerinage et a même averti que les pèlerins enceintes pourraient potentiellement être débarqués du vol de l'Hajj lorsqu'ils vont découvrir cette grossesse. Et donc, mais malgré ces risques potentiels qu'on vient de voir, les musulmanes diabétiques et enceintes sont souvent déterminés à effectuer le pèlerinage en raison de 2 choses. Du contexte religieux et socio-culturel, ça veut dire personne ne va refuser cette offre de l'Hajj qui s'effectue une seule fois dans l'année, dans la vie. Et il y a aussi le nombre de pèlerins limité par un quota annuel et vous risquez de ne pas sortir dans le tirage au sort dans les années à venir. Et donc, on va essayer d'articuler nos conseils selon le schéma suivant. D'abord, avant de partir, il faut vérifier la checklist de la femme enceinte diabétique. Il faut revoir son niveau d'éducation. Il faut adopter des schémas de télésurveillance pour pouvoir gérer même à distance les complications, parce qu'il faut dire que
l'équipe médicale qui va accompagner les pèlerins ne comporte pas de diabétologue ou de spécialiste. Et à la fin, il faut délivrer certains conseils pratiques durant les jours de pèlerinage. La checklist doit comporter de vérifier toujours les thérapeutiques et surtout aux femmes enceintes. Ce qui dit femmes enceintes, la seule thérapeutique qui est autorisée, c'est l'insuline. Vérifier la quantité d'insuline suffisante. Avoir de l'insuline rapide pour corriger et surtout pour corriger les cétoses. Les aiguilles et les seringues avec une quantité suprasuffisante. Une pochette isotherme pour la conservation. En ce qui concerne le voyage, il faut avoir les bas de contention pour éviter les complications thromboemboliques parce que vous aurez quand même un voyage qui va durer entre 5 et 7 heures aérien. Avoir dans votre trousse les pommades pour les pieds et les talcs pour les érythèmes dans des plis. Il faut avoir aussi les certificats de vaccination et surtout un compte-rendu médical détaillé délivré par le médecin traitant. Il faut aussi penser à revoir le niveau d'éducation de votre patiente qui va faire le pèlerinage. Alors, en ce qui concerne, bien évidemment, les injections d'insuline, parce que dans la plupart des cas, c'est des patientes qui vont avoir recours à cette thérapeutique pendant la grossesse et donc le niveau d'éducation est généralement faible. Il faut revoir l'éducation, les types d'injections et la conservation surtout. L'autosurveillance doit être bien menée avec un minimum de 4 fois par jour avant le petit-déj et 4 fois après. Et l'idéal, c'est avoir une surveillance continue de la glycémie chez les femmes enceintes. L'objectif, il faut le dire à la patiente, il faut l'éduquer sur ça. En préprandial, on doit avoir inférieur à 1 gramme, voire inférieur à 0,95. Et en postprandial, on doit avoir de 2 heures, on doit avoir moins de 120 mg par décilitre. En ce qui concerne les recommandations sur le temps dans la cible, le temps dans la cible, alors déjà la cible va être changée sur les paramètres du CGM et on va la mettre entre 140 et 63 à la place de 180-70. Et donc, on va changer ces paramètres. Et ce qui est exigé, c'est qu'avoir plus de 90% dans la cible, ça veut dire entre 140 et 63. On pourra avoir moins de 5% pour les hyperglycémies au-delà de 140 et bien évidemment moins de 250. Et on pourra accepter moins de 4% pour les hypoglycémies, ça veut dire en dessous de 63. Ceci, c'est pour le diabète gestationnel. Pour le diabète type 1 et grossesse, on va avoir des objectifs un peu plus larges parce que c'est difficile d'avoir les premiers objectifs qui sont plus restreints chez la femme diabétique de type 2 et grossesse et chez aussi le diabète gestationnel. Et il ne faut pas oublier de revoir la conduite à tenir devant les hypoglycémies et les hyperglycémies. Un mot sur la télésurveillance. Il faut avoir recours à cette télésurveillance bien avant le départ pour traiter les problèmes techniques avec le médecin et pouvoir générer les rapports pour les envoyer à votre médecin toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et il faut discuter l'adaptation du traitement pendant les 5 jours de l'Hajj, surtout ces 5 jours de l'Hajj qui vont avoir une activité intense sur le plan physique. Et donc, il faut toujours revoir à la baisse les doses d'insuline pendant cette période. Des conseils pratiques, à la fin, ils vont être délivrés aux patients, surtout par rapport, lorsqu'on a détaillé les problèmes alimentaires, surtout par rapport aux modifications alimentaires. Il faut dire que vous aurez d'autres aliments qui seront disponibles et donc du coup, il faut essayer de les essayer pendant votre séjour au Maroc, avant le départ. Il faut essayer pour équilibrer ces apports alimentaires avec la thérapeutique choisie. Il faut penser à protéger les pieds, comme je vous ai déjà proposé. C'est des chaussures de marche qui ont déjà usé et pas des chaussures neuves. Des chaussures usées qu'on va essayer de les rendre propres et on va les prendre à l'intérieur du haram. Pour les jours du pèlerinage,
Il faut choisir des chaussures qui sont très confortables et en tenant en considération la température élevée dans ces zones. En ce qui concerne les pratiques religieuses, on préfère parfois les faire en chaise roulante, pourquoi pas, lorsque les conditions obstétricales sont défavorables, ou parfois lorsqu'on est devant des zones très encombrées, et surtout l'encombrement, c'est surtout dans les zones de Rami al-Jamarat. Sans oublier d'autres conseils comme se protéger du soleil et éviter la déshydratation. Bien évidemment, je le rappelle, avec de l'eau tiède et éviter cette eau froide et fraîche de Zemzem qui est disponible à l'intérieur du hammam. Arrivons à la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs risques qui sont associés au diabète et grossesse avec le pèlerinage. Ce sont des risques qui sont partagés entre les risques liés au voyage et les risques liés à l'association entre diabète et grossesse. Le meilleur moyen d'éviter ces risques, c'est reporter le pèlerinage autant que possible. Et en cas où la patiente désire participer à tout prix, et bien évidemment, cela est généré surtout par le nombre de pèlerins limité et par ce quota annuel, il faut penser à accompagner cette patiente. L'accompagnement commence par revoir le niveau d'éducation, établir cette checklist, à faire défiler les moyens d'autosurveillance et surtout la télésurveillance chez cette patiente et surtout délivrer des conseils pratiques pendant le pèlerin. Et à mon sens, il faut retenir que les praticiens doivent avoir des connaissances du parcours de l'Hajj. Ils doivent avoir une parfaite connaissance sur les ondes de gravité pour pouvoir délivrer des conseils par rapport à la maladie diabétique et surtout accompagner la femme enceinte à accomplir son parcours. Et je vous remercie et je cède la parole au modérateur pour éventuelles questions. Merci beaucoup.